avec nous ce soir. Nous recevons, vous en doutez très certainement, M. Alexandre Trudeau, ici, pour parler de son tout premier livre, en fait, Un barbare en Chine nouvelle, publié aux éditions du Boréal. Donc, merci beaucoup, M. Trudeau, d'être avec nous ce soir. Je commencerai par tracer un petit parcours, un bref résumé de votre parcours. On vous connaît, le public vous connaît principalement comme documentariste, mais vous vous dites d'abord et avant tout voyageur professionnel. Donc, vous avez un parcours assez bigarré. Vous avez étudié la philosophie à l'Université McGill. Vous avez été réserviste dans l'armée canadienne. Donc, en tant que digne voyageur professionnel, vous avez voyagé un peu partout sur la planète, en Irak, au Libéria, en Palestine, en ex-Yougoslavie, au Darfour et naturellement en Chine. Donc, vous avez créé votre propre boîte de production télévisuelle, les films Juju, où se trouve, qui s'assure dans le fond de la production de tous vos documentaires. Vous avez réalisé Au cœur de la guerre en Irak en 2003, Maudite Terre Sainte en 2004 sur le conflit israélo-palestinien, Refuge sur le Darfour en 2008 et, si je ne m'abuse, votre documentaire le plus récent, c'est Le Nouveau Grand Jeu en 2012, oui. Donc sur le contrôle géopolitique des voies maritimes au Moyen-Orient. Donc, Un barbare en Chine nouvelle, votre premier livre. Ma première question, dans le fond, c'est une question platement introductive. Est-ce que vous pourriez nous résumer un peu la genèse de votre projet, qui a quand même duré, quoi, 10 ans, en fait? C'est 10 ans, projet de 10 ans en germe? En 2005, une journaliste chinoise m'a contacté parce qu'une maison d'édition à Shanghai voulait faire la première traduction chinoise du livre de mon père de 1960 et Jacques Hébert de 1960, Deux innocents à Chine rouge. Puis il savait que j'étais journaliste, donc il voulait que j'écrive la préface. Donc c'était mon retour en Chine. La première fois en Chine, c'était en 90. Puis je suis retourné là avec Jacques Hébert pour le lancement. Grand voyageur aussi. Sur la base de ça, j'ai écrit quelques articles sur la Chine que je visitais à ce moment-là. Puis une maison d'édition de Vancouver on a pris note, puis on dit on voudrait faire une réédition de ce livre-là, puis on voudrait que vous écriviez un livre, une introduction. Ah, excusez, on m'entend? Ouais. C'est bon, c'est correct? Parfait. Normalement, on me dit que je parle trop fort. Donc. Qu'est-ce que je disais? Donc c'était ça. Donc, j'ai retravaillé de 2 fois dans une édition chinoise, une édition de Vancouver. Puis là, je me suis dit, je vais m'en servir pour apprendre à connaître la Chine, que j'avais perdu de vue. Là. Je me suis beaucoup consacré au Proche-Orient, à l'Afrique. Puis je voulais connaître ce pays, en grand mouvement à ce moment-là. Et j'ai commencé à écrire, puis la maison d'édition à Vancouver se sont rendus compte que j'avais beaucoup plus à dire qu'ils pouvaient publier dans l'introduction. Puis ils ont dit, faites donc un livre. Que j'ai accepté, puis là j'ai commencé. Et j'ai continué à voyager 2 fois par année à peu près. Okay. Ramasser des histoires, apprendre à connaître ce pays. Oh, excellent. D'autant plus que, si on se rappelle bien, vous avez écrit l'introduction de la réédition de Deux innocents en Chine rouge, qui je pense est paru en 2007, et on retrouve quelques éléments de cette préface-là dans votre livre, entre autres au premier chapitre. C'est sûr, et ce chapitre-là, je l'ai ajouté, c'était le dernier chapitre que j'ai écrit. Je ne voulais pas le faire, mais on me disait, le livre a besoin de contexte, donc j'ai un peu raconté, moi j'aime ça commencer dans le feu de l'action, mais je pense que le contexte a bien servi. Oui, excellent, oui, tout à fait. D'autant plus que c'est une préface qui, dans ce livre-là, est assez abondante. On sent vraiment qu'il y a en germe dans cette préface-là tout le projet qui se trouve abouti dans Un barbare en Chine nouvelle. Le livre, justement, donc, votre livre s'intitule Un barbare en Chine nouvelle. C'est pas un titre anodin, surtout lorsqu'on prend en considération l'étymologie du terme de barbare. À savoir que barbare, à la base, ça signifie qu'il ne parle pas latin. Donc, ça servait à désigner les tribus venues du nord de l'Europe et qui contribuèrent, dans le fond, à la chute de l'Empire romain. Aujourd'hui, on l'entend plus généralement pour désigner quelqu'un qui est étranger à une culture donnée. Par contre,
dans votre livre, vous y prêtez une connotation un peu péjorative. Et en fait, la première fois qu'on entend, qu'on lit dans le fond le terme de barbare, c'est quand vous racontez l'anecdote de votre frère et votre père, donc en visite en Chine en 90. Vous dévalez une colline et vous arrivez au pied de cette colline-là éreinté. Et le lendemain, votre père vous dit, je cite le passage, page 17. Plus tard ce jour-là, alors que Justin et moi descendions péniblement de la voiture à un nouveau site touristique, mon père nous a pris à part et a dit « Les gars, n'oubliez jamais que les Chinois nous ont longtemps considérés, nous occidentaux, comme des barbares. Pensez à votre affaire la prochaine fois si vous ne voulez pas leur donner raison. » Ouais. Malgré tous ces voyages en Chine, si vous décidez de titrer votre livre de cette manière-là, est-ce que c'est-à-dire que vous, même encore aujourd'hui, vous ne vous sentez pas lavé de cette désignation-là? Ça, c'est vrai. Oui, je pense qu'il est plutôt inacceptable de traiter les autres de barbares, mais de se traiter soi-même de barbare, surtout quand on fait face à un sujet aussi intimidant, incompréhensible à la longue. La Chine, je pourrais passer ma vie là, à déchiffrer la Chine. Non, essentiellement, c'est la condition d'un voyageur, être un barbare, être à l'extérieur, regarder les choses de l'extérieur, essayer de comprendre de l'extérieur. Et non, je me considère barbare. Et c'est un thème important du livre de dire que la Chine, on oublie jusqu'à quel point l'Occident a été dominant depuis 5-6 siècles. Comme le monde entier est tombé dans l'axe de l'Occident et s'est inspiré des croyances, de la philosophie occidentale, de la politique occidentale. La Chine demeure un pays un peu à l'écart de tout ça. Et un pays qui est donc plus ancien d'une certaine manière, certainement plus ancien que la tradition occidentale aussi a été une tradition de mouvement, d'assimilation, de changement culturel, génétique, linguistique, religieux. La Chine a été très constante dans tout ce moment-là. Donc, on arrive en Chine, on fait face à quelque chose de vraiment très, très stable, très grand, très différent. Puis ça nous permet, qu'on rentre dans la Chine, de commencer à voir l'Occident de l'extérieur, de prendre un peu de distance de la tradition occidentale. Donc, je joue avec tout ça en me considérant barbare, en acceptant que je n'ai pas les réponses, je n'ai pas nécessairement les capacités de trouver toutes les solutions pour la Chine. D'autant plus que vous parlez justement le côté obnubilé qu'a l'histoire du monde à se placer exclusivement dans le giron de l'Occident. Dans le cadre d'un barbare en Chine nouvelle, vous mettez vraiment l'accent sur toutes ces traditions-là qui sont en vogue de la Chine, la conscience historique, même si, d'un certain côté, la Chine a tendance à, comme vous dites, à faire table rase de son passé, entre autres architectural, mais vous insistez encore aussi beaucoup sur les traditions religieuses et entre autres sur le confucianisme. Est-ce que c'est un genre de réponse à cette... le barbare qui veut comprendre la Chine commence à essayer de comprendre la logique de son histoire, qui passe par, pas juste, c'est pas la religion, c'est plus que la religion, c'est une philosophie, c'est une structure de valeurs. Ce qui est intéressant de la Chine, que je traite de Chine nouvelle, c'est une Chine qui embarque dans quelque chose de complètement nouveau, qu'il a une liberté par rapport à son histoire, qu'elle n'avait pas il y a même 30 ans, quand Mao voulait justement, 40 ans, voulait faire table rase. L'ironie de la chose, c'est le grand bond en avant souhaité par Mao en 1960 a été un échec monumental, mais le grand bond s'est fait maintenant, depuis 30 ans. La Chine ne fait plus... toute l'histoire de la Chine était une histoire de compression démographique, où les gens vivaient avec des pressions immenses sur le plan des ressources, de l'eau, de l'énergie, la terre arable et tout le reste. Maintenant que la Chine s'est consacrée à ce qu'elle fait très bien, la manufacture, elle échange pour les produits dont elle n'a pas besoin, dont elle a besoin, mais qu'elle ne produit pas chez elle ou qu'elle n'a pas chez elle, et qui fait que la Chine a un confort qu'elle n'a jamais connu. Et donc, les jeunes Chinois grandissent sans les pressions millénaires de la Chine classique. Et c'est ça qui est fascinant, d'avoir le confucianisme était la logique. Moi, j'en fais l'interprétation que c'est vraiment une logique d'une population qui était vraiment très comprimée.
C'est une codification de la société, une hiérarchisation aussi de la société qui est le résultat d'un peuple qui subit des pressions immenses. Entre autres par l'attachement aux ancêtres qui revient une fois de temps en temps, soit par les personnes que vous rencontrez, soit avec les discussions de votre guide, Vivienne. C'est une belle, et j'en retiens beaucoup moi personnellement, c'est une belle façon de voir la vie, c'est-à-dire on se pose sur la question, on s'est posé la question, c'est en quoi sommes-nous immortels? Et les Chinois ont une réponse très pragmatique à ça ici. On est immortel en autant qu'une partie de nous une partie de nous continue à exister à travers notre descendance, tout comme une partie de nos ancêtres passe par nous. Puis c'était une façon aussi c'était le début de la structure chinoise confucienne. C'est-à-dire qu'on a un devoir de penser. Puis moi, j'y pense souvent aussi. On a un devoir de penser à tous ceux qui nous ont précédés. Puis ici, dans ce pays-ci, on n'y pense pas souvent, mais les immenses sacrifices que les gens ont faits pour qu'on jouisse des conforts dont on jouit maintenant. En Chine, c'est quelque chose de très, très présent. En Chine classique, c'est quelque chose de très, très présent. De reconnaître le fardeau que les autres ont porté pour savoir que nous-mêmes aussi, on a un fardeau à porter. Quelque chose à transmettre à nos enfants. Donc, cette continuité qui est, franchement, dans la Chine nouvelle, mise au défi par un confort tout nouveau, par une concentration. La politique du seul enfant fait que un enfant jouit du fardeau ou a le fardeau de plusieurs grands-parents et tout le reste, mais aussi, d'une certaine manière, on a le phénomène d'enfants rois qui vivent. Donc, il y a une distance qui se prend par rapport aux pensées, qui est intéressante, qui est tragique à certains autres égards, qui est explosif à d'autres égards. Qui est explosif dans la mesure où ça transparaît vraiment. C'est d'ailleurs une histoire qui ouvre d'ailleurs le livre. Lorsque vous passez dans un quartier où je pense qu'il y avait un petit magasin de vélos, et vous arrivez à ce même endroit-là 2 ans plus tard, et c'est disparu, c'est remplacé par d'autres bâtiments. Il y a on sent vraiment que c'est une tension qui existe. La conscience historique est vraiment... La transformation tangible, physique est très, très visible aussi. La Chine, c'était une question de 2 mois. 2 mois, c'est ça, oui. Cette transformation-là, les villes en Chine se transforment à tous les jours, là, de façon très marquée. C'est-à-dire, ça demeure un pays, et ça l'a toujours été, un rouleau compresseur là, qui transforme tout, qui construit des autoroutes, qui est tout le contraire de chez nous. Là. Les gens travaillent la nuit, les projets de construction sont vraiment impressionnants, tellement ça bouge vite. Mais évidemment, ça dévore aussi les individus. Les gens sont déplacés très facilement, qui est une des choses attristantes d'une certaine manière de la Chine nouvelle, de la Chine de tous les temps, franchement. Comment la Chine, c'est l'habitude d'un pays qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, qui n'a pas beaucoup d'espace, qui n'a pas beaucoup de ressources, et qui dit les besoins individuels, les droits individuels, ne valent pour peu quand on fait face à 1,5 milliard de personnes. Donc, les décisions sont très, 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 très dures, très rapides. Ce qui est quand même curieux, parce qu'il y a quelques minutes, vous employez le terme de liberté pour employer la Chine nouvelle. On le sent un peu dans votre livre. Vous visitez beaucoup de manufactures. Vous avez le désir vraiment d'aller chercher des complexes usiniers pour tâter le pouls, dans le fond, de comment ces industries-là émergent et créent. Est-ce que la liberté qui caractérise la Chine nouvelle est d'abord et avant tout une liberté économique? Oui, absolument. Okay. Mais la liberté économique, quand les gens ont le confort et ne s'inquiètent plus de se nourrir, avec le temps surtout, là, je le vois avec les Chinois que je suis depuis 10 ans maintenant, là, c'est-à-dire dans la vingtaine, c'est une liberté économique, matérielle, c'est les choix de consommation qui marquent ces jeunes-là. L'idée, mais même là, tu vois, c'est les premiers Chinois qui se disent, qui prennent des décisions par rapport à leur présentation esthétique, l'habillement et tout le reste. La Chine en 90, par exemple, la première fois que je suis allé,
c'était encore un pays où les gens étaient... C'était pas tout à fait les uniformes, mais les gens étaient habillés pareil. Les gens vivaient dans des appartements dénudés, sans art. Les choix alimentaires étaient très, très, très simples. Là, c'est tout le contraire. Là, les gens peuvent tout consommer, tout manger. Et c'est vrai que les jeunes en jouissent beaucoup, puis se définissent. Mais très vite aussi, la réflexion, avec le temps, les gens... qui est beau à voir, les gens se mettent à se poser des questions, ben c'est quoi, si je suis qui, moi, c'est quoi la vie que je veux, c'est quoi le passé chinois qui pourrait m'intéresser. Et c'est cette liberté, c'est cette deuxième couche ou cette deuxième aventure de la liberté qui est plus intéressante que mais elle est basée sur une liberté économique sans précédent en Chine, qui n'a pas existé auparavant. Et donc, qui donne l'aspect principal à cet endroit comme un pays heureux, malgré ce qu'on peut penser, comme je dis, un pays dur, le rouleau compresseur de l'État chinois. Mais les jeunes ne pensent pas à ça. Les jeunes sont très, très heureux juste de pouvoir des lumières, des boutiques, des restaurants, des gratte-ciels, des autoroutes, de ne pas être dans leur village. Je m'étais attendu, on entend souvent parler des fabriques à textiles, des choses de même, où on imagine, et c'est vrai que le lieu commun du Made in China. Oui, le sweatshop, là, où on voit puis j'en ai visité, évidemment, mais c'est vrai que c'est des gens qui travaillent très, très fort, qui font le 6 jours semaine, de longues heures, peu de pauses. Mais en même temps, quand tu fréquentes ce milieu-là, je me suis rendu compte que les gens qui sortent, finalement, les jeunes à qui je parlais, qui sortaient des fabriques, ils disaient, ils étaient heureux. Ils étaient heureux de ne pas être dans leur village, à travailler les terres, être assujettis à la domination de leurs parents, qui est très, très sévère en Chine. Les jeunes ont vraiment, dans le milieu classique, ont vraiment le devoir de s'occuper de leurs parents. Oui. Donc, pour eux, il y avait une liberté réelle d'avoir un peu de sous dans les poches, d'avoir la capacité de dépenser de l'argent, d'être dans une ville et non dans leur village, qui est aussi quelque chose d'important à comprendre pour comprendre la Chine nouvelle. Important à comprendre, et surtout dans la mesure où ça fait partie du besoin de nuance qui semble que vous manifestez dans le livre, lorsque vient le temps d'aller chercher justement c'est quoi la Chine nouvelle, comment elle se caractérise et comment elle évolue aussi d'une certaine manière. D'ailleurs, je parlais du portrait nuancé que vous dressez de la Chine dans votre livre. Bon, vous traitez de ses récentes prouesses économiques, du rôle et de l'évolution de ces industries, des icônes artistiques aussi vers la fin du livre que vous mentionnez. En même temps, d'un autre côté, vous parlez des prouesses, vous parlez également de tout ce qui est corruption. Je parlais tout à l'heure de la tentation des Chinois de faire table rase de leur passé. Vous qui avez voyagé beaucoup, est-ce que vous considérez qu'au Québec, au Canada ou même ailleurs dans le monde, on nourrit vraiment des préjugés, des lieux communs ou des idées préconçues à l'égard de la Chine? Et est-ce que votre désir d'expliquer est une certaine manière de répondre à ce... cherche un peu à corriger ça. Oui, c'est ça. C'est sûr. Ce que je me suis donné comme défi d'essayer d'expliquer la Chine, de rendre la Chine par un voyage, par un récit accessible, d'expliquer les choses importantes de la Chine. Donc, chaque chapitre adresse, je commence avec la politique et je termine avec l'art, comme vous avez expliqué. Mais c'est sûr que la Chine, si on regarde la Chine rapidement et de loin, surtout si on le regarde juste à travers une optique politique. Le prise des médias? Surtout en faisant abstraction de l'histoire, même récente. Pour les Chinois, les 200 dernières années, c'est assez récent. Pour nous, c'est pas si récent, peut-être, mais pour eux, oui. C'est-à-dire, eux, on arrive difficilement à bien comprendre la Chine. Donc, j'essaie de faire visiter les lecteurs à travers la Chine en apprenant quelque chose qui se cache derrière ce qu'on voit simplement, qu'on le regarde de loin très vite. Mais on ne s'attend pas. Même moi, les premières fois en Chine, c'est très dur à comprendre. J'essaie de le rendre facilement.
c'est-à-dire accès à la Chine, un accès facile, mais c'est pas facile, donc je peux pas juger de dire que... Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus que son système politique. C'est beaucoup plus que ce qui se passe maintenant. C'est un pays qui est très intéressant par sa stabilité historique. C'est les mêmes gens qui habitent au même endroit depuis 7000 ans, qui est quelque chose de très, très rare dans ce monde. Très intéressant. Puis quand on essaie d'expliquer quelque chose en Chine, souvent on doit se référer à des choses très, très anciennes. C'est comme si on vivait encore avec les expressions et les proverbes grecs. C'est-à-dire, ça date de ce moment-là, du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y a les fondements majeurs de la civilisation chinoise actuelle. Donc, il faut démêler un peu tout ça pour comprendre la Chine nouvelle. D'accord. C'est pas un sujet facile. Non, effectivement. Mais justement, vu la complexité du sujet, je mentionnais en début de causerie qu'on vous connaît principalement comme documentariste. Pourtant, pour parler de la Chine, vous avez opté pour le livre. Le livre comme médium. J'aimerais savoir en quoi écrire un livre s'harmonisait avec ce projet-là principal plutôt qu'une plateforme. Comme j'ai expliqué, c'était une occasion qui m'a été présentée. Donc, mais franchement, ce sujet-là se prête bien à un livre et se prête très mal à un documentaire. Premièrement, évidemment, les autorités, je me promenais comme touriste. J'étais comme écrivain, on n'a pas besoin d'équipement. J'ai besoin de mes yeux, mes oreilles, puis du temps. Et donc, mais une caméra, de prime abord, les Chinois s'inquiètent de ça. Pas juste les autorités qui y voient une menace. Et donc, beaucoup de permissions. J'ai tourné en Chine, puis c'est pas facile. Mais aussi, les gens, ils sont très... Les Chinois, il faut le dire, que c'est un peuple très candide, de prime abord. Surtout quand ils sont chez eux. C'est surprenant, les choses qui sont prêtes à... On s'attend à un gens qui serait intimidé. Mais quand il y a une caméra, ils ont peur des journalistes parce qu'ils ont tellement souffert. Surtout les gens plus âgés. Il y a eu tellement de tumulte en Chine là, qu'ils ont peur de s'incriminer d'une certaine façon. Donc la caméra change tout. Évidemment aussi que les Chinois... Ce livre est accessible parce que je fais parler aux Chinois dans une langue qu'on comprend. Oui, tout à fait. Mais la caméra qui tourne, les Chinois, c'est des Chinois qui parlent en chinois. Et c'est pas tellement une bonne façon de faire des documentaires. J'aime les documentaires qui donnent le sens de l'intimité, qui est dur à faire en Chine. Et finalement, le sujet est tellement complexe que c'est le fun d'avoir dans l'espace littéraire, on arrête le récit, qui a un récit très cinématographique. Je dirais même aussi qu'il y a un élément que j'ai découvert en écrivant. Le monde littéraire, il est plus visuel encore que le monde cinématographique. Oui, tout à fait. On voit plus clairement quand on le décrit bien et quand le lecteur invente le monde. Évidemment, c'est un monde un peu magique qu'on invente en lisant et en écrivant, mais les sens sont très, très présents dans ce récit. Et l'ouïe, les odeurs, des choses qui se transmettent difficilement aussi dans le documentaire. Mais je voulais dire que d'arrêter le récit puis de faire des digressions, c'est pas quelque chose qui est donné dans le documentaire. Le documentaire, c'est quelque chose qui se passe très vite. Un livre, on peut prendre le temps d'approfondir le sujet d'une façon plus intéressante.